little bit of the bubbly. That's undisputed. I'm better than you, and you know it. And we are NXT. War Games. Salut les marques et salut les smarts, salut peuple de catch-up, bienvenue dans votre podcast qui suinte, qui dégouline, qui transpire le catch par tous les pores de la peau et du slip. Chaque semaine, nous passons au crible des chroniqueurs de la team catch-up, les shows de la WWE, mais pas que. Aujourd'hui, préparez la trousse à pharmacie, parce qu'aujourd'hui, on review AEW versus NXT du 17 mars 2021. C'est la baston du mercredi. Vous m'avez peut-être reconnu. Vous m'avez peut-être reconnu, voilà, je botche, j'arrache. Je suis votre dinosaure masqué qui dit je suis votre Luchasaurus des podcasts. Et je suis accompagné pour analyser, pour décortiquer, pour encenser ou pour mettre en PLS ces deux shows de la soirée. Notre inusable, notre indéfectible, j'ai même envie de dire, Papy. Salut Papy. Bonjour les enfants, bonjour tonton, mais oui, c'est la fête du Botchamania, mais c'est ça quand on review des shows mineurs. Oui, ah bah oui, il faut bien, il y a plus d'erreurs dans ce genre de show en général. Ah bah ils sont là pour apprendre les petits. Alors mon Papy, on s'était quitté sur la semaine dernière sur l'édition hashtag 20, une Bastonniversary. On se retrouve pour la hashtag 21e édition de la baston. Donc on est le 17 mars 2021. La semaine dernière, c'est NXT qui a remporté des suffrages grâce à ton auguste voix. Et oui, j'ai sauvé NXT. Ah, sauvé pas tant que ça, parce que y avait quand même deux matchs. On était en triple frite, cette semaine on est en duo, chers auditeurs. Mais la semaine dernière, Ringside et moi-même avions donné un match nul, tandis que tu avais donné la victoire à NXT. Ferme et définitive. Tout à fait. Ah, écoutez mes amis, on est en tag team. Étant donné qu'NXT a gagné la semaine dernière, c'est donc on va commencer avec la AEW, puisqu'on commence traditionnellement avec le vaincu. Je vous rappelle vite fait les ratings. En l'occurrence, au général, on en est à 9 victoires pour la AEW, 8 victoires pour la NXT et 3 matchs nuls. 2-2 sur la deuxième saison, là, mon papy. Là, on est dans une égalité parfaite. Et on va peut-être décrocher un vainqueur à la fin de cette review. Ah, peut-être. En tout cas, c'est serré. Hein. Ouais. De toute manière, c'est à l'image de la review depuis qu'elle existe. Globalement, c'est toujours assez serré. Il y a quand même, quels que soient les débatteurs, ça reste dans un mouchoir de poche souvent. Très bien. Allez, on attaque avec la All Elite Wrestling, comme promis. Chose due, le 77e du nom. C'est le Saint Patrick's Day Slam. Ça se passe toujours à Jacksonville, Floride, USA. C'est toujours au Daily's Place. On a toujours aux commentaires... Je respire Jim Ross, Excalibur et Tony Schiavone et tout ça, tout ce beau monde, ça se passe sur la TNT. Alors écoute, il y avait un match qui avait été déjà annoncé quand même largement au préalable avant la diffusion de ce show, qui avait été quand même largement spoilé. Et en l'occurrence, c'est Cody Rhodes qui affrontait Penta El Zero Miedo, qui suite à la semaine dernière, donc Penta Zero avait provoqué le prince du wrestling, lui le seigneur de la lucha libre. Et finalement, on règle les comptes sur le ring. On part pour un match de 10 minutes. J'avais interrogé le peuple de catch-up sur ce match. Et le peuple de catch-up avait donné à 60% la victoire de Cody Rhodes. Et bien, ça s'est bien vérifié, puisque Cody Rhodes, dans un match assez enlevé, entre deux mecs qui se connaissent finalement très peu, parce qu'ils n'ont pas eu l'occasion de catcher ailleurs, même du temps où Cody a fait son run à Impact à cette époque-là. Penta, lui, était plutôt engagé dans la Tag Team Division et avait pas d'interaction avec Cody. Donc, c'était quand même quelque chose d'assez inédit de les voir ensemble. Deux styles assez proches, parce que Penta des Lucha Brothers, c'est quand même le plus costaud des deux entre lui et RFLX. Et du coup, ça nous donne un truc plutôt enlevé. On va avoir une victoire de Cody Rhodes. Mon papy, est-ce que tu étais dans l'attente de ce match? Est-ce que tu en avais eu le vent? Et qu'est-ce que tu en as pensé de ces 10 minutes? Ouais, alors je suis dans l'attente de ce match en fait. Je considère pas encore qu'on ait eu vraiment le match attendu. C'était plutôt propre. Après voilà, pour moi c'est un match qui doit être plus peut-être prévu en
comment on pourrait dire ça, en pay-per-view, ou alors à l'issue d'une belle rivalité. Donc, du coup, ce match-là, on va dire, c'était un bon apéritif. Mais j'attends de voir bien plus de ces deux catcheurs-là. Ouais, moi je pense que c'était de toute façon un match qui a posé une première pierre. Hein. Je pense que c'est une rivalité qui va durer un certain temps. Et j'imagine qu'on va monter dans l'intensité et dans les stipulations. Donc effectivement, c'était un bon hors-d'œuvre. C'était remis en opener. Je trouve que c'était pas dégueu quoi, de commencer un opener avec deux catcheurs comme ça. Bon, pour le coup, moi, deux catcheurs que j'aime bien. Je connais et répète souvent ton affection pour Cody quand même. Donc Mais je avoir 10 minutes dans ces conditions-là, c'est plutôt sympa quoi. On aura un match tag team féminine avec le retour de la coéquipière de Shaquille O'Neal, en l'occurrence Jade Cargill, qui va affronter Danny Jordan. Alors, je suis arrivé vite sur ce match parce que ça va être un squash, hein, ça va durer 1 minute 12. Jade Cargill, et je déconne pas, hein, vraiment 1 minute 12. Donc, Danny Jordan va se faire équarrir par Jade Cargill, qui est vraiment très, très impressionnante physiquement. Enfin, elle est vraiment dans la mouvance d'un corps de bodybuildeuse, quoi. Et donc c'est sûr que là, vis-à-vis de l'adversaire, ça fait quand même une grosse différence. Elle avait déjà montré quand même, moi j'avais trouvé quelques qualités justement dans ce fameux match avec Shaquille. Je l'avais trouvé très bien. C'est une heel puante, arrogante, qui montre son physique et ses biceps à qui n'en veut. Et au final, pour l'instant, elle est bookée en mode squash, papy. Ouais, voilà, là, franchement, c'est pareil, hein, en même temps, c'est une grande balèze qui arrive. Ça aurait été un gars, ça aurait été c'est souvent un peu comme ça que ça démarre aussi, hein. Donc, un grand balèze qui commence par des squats, c'est ce qu'on attend. Alors après, je la connais pas du tout cette fille, donc je ne sais pas du tout si elle sera capable de catcher un jour ou si c'est juste vraiment qu'un physique. Mais en tout cas, un physique comme ça dénote chez les femmes et quoi qu'il arrive, ça fera toujours le spectacle, je pense. Ouais. Je suis assez d'accord avec toi. Moi, je la connaissais pas non plus hein, avant qu'elle arrive à la All Elite Wrestling. Jusqu'à présent, sur ce qu'elle a montré, que ce soit au micro ou dans le ring, dans le match avec Shaquille, et là, bon, un squash comme ça, on peut pas se faire une idée. J'attends de la voir dans un match un peu plus compétitif de 7-8 minutes en one-on-one. Et pourquoi pas, quoi. En tout cas, elle est physiquement impressionnante et elle semble pas du tout intimidée par la situation et tout ça. Et j'ai quand même la sensation que si on met une fille comme ça en équipe avec Shaquille, c'est qu'on a fortement l'intention de la pusher quand même. Ouais, mais je pensais même que c'était, j'ai même pas compris que c'était une vraie catcheuse, en fait. Je pensais que c'était une amie de Shaquille O'Neal, ouais, tu vois? Je pensais que c'était juste, pareil, quelqu'un qui était, physiquement hors norme comme lui. Non, c'est quelqu'un sur qui il compte vraiment. Donc, moi, tu vois, j'aime bien les profils un peu atypiques, quand dans le catch, et surtout quand on essaie de vraiment les utiliser. C'est-à-dire pas juste, sois grand et tais-toi, tu vois? Là, elle a l'air de vouloir faire des prises, donc, ouais, j'ai envie de voir ça. Très bien, écoute, on est sur la même longueur d'onde. Allez, Mince, je fais un petit. Ouais, mince, oui, c'est la baston et on est d'accord. ça commence mal. Merde, ça commence mal cette review, voilà, c'est mal parti là. Allez, je vais faire un petit. Comme c'est très long quand même la review de la baston, j'essaye de vous rassembler un peu sur AEW déjà les segments qu'il y aura eu à l'extérieur. Il y aura eu 2 segments vraiment notables. Il y aura eu le segment avec Miro. Miro qui dit que ça y est, c'est terminé l'affaire avec Chuck Taylor et Orange Cassidy et qu'il veut passer à autre chose. Kip Sabian, lui, il n'est pas vraiment de son avis. Et du coup, entre les deux mecs, ça se passe pas super bien. Et Miro fait un petit truc que j'ai trouvé marrant. C'est qu'il dit à Kip Sabian que c'est jamais un bon plan d'avoir son épouse ringside. Mon papy, je sais pas si tu as relevé la petite finesse de notre ami Miro sur ce coup-là. Non, je t'avouerai, j'ai pas fait attention qu'il ait dit ça. Tu vois, d'habitude, je suis plus attentif, justement aux échanges entre les gars, mais cette fois-ci, j'ai pas tilté. Moi, j'ai plus tilté sur le fait qu'en gros, en fait, il disait en gros, on reste potes, mais par contre, ce qui se passe dans le ring, c'est je deviens une bête. Tu vois, c'était qui finalement, il s'excusait même pas, tu vois, d'avoir un peu bousculé la copine de Kip Sabian. Donc, j'espère en tout cas qu'il va se libérer de ces histoires-là et qu'il va un peu aller en mode bulldozer dans d'autres rivalités, Rousseff. Mais Miro, pardon. Et tu vois, tu m'as rappelé Lana, donc du coup, j'ai repensé à Rousseff. Moi, je t'avoue que j'ai trouvé que c'était une bonne nouvelle, cette petite intervention de Miro. J'aspire à ce qu'il quitte ce clan-là de Kip Sabian et qu'effectivement, il se lance un peu sur autre chose. Là, il est dans la low-card, quoi. Il est dans la low-card à la All Elite Wrestling. Il est temps qu'il en sorte. Il est temps qu'il nous montre autre chose.
Donc pourquoi pas, quoi. Dans les segments aussi qu'on aura toujours, on aura une promo à propos de Darby Allin, quoi, qui nous explique qu'il va, voilà, qu'est le TNT champion et qui s'inspire du meilleur TNT champion de l'histoire, en l'occurrence Brody Lee. Il a invité un membre du Dark Order à venir le challenger pour peut-être avoir potentiellement une chance de ramener cette ceinture au sein du groupe. Le Dark Order s'est réuni pour définir qui c'est qui irait à la baston face à Darby Allin. Et avec le N1, hein, le Negative One, le gamin de Brody Lee qui est toujours présent. Et finalement, le groupe a choisi à l'unanimité, sans trop de violence, John Silver, mon papy. Ouais, là, alors je ne veux pas passer pour quelqu'un sans cœur, mais bon, je comprends que ce soit bien qu'il fasse hommage à Brody Lee, etc. C'est dramatique, effectivement, la façon dont il a disparu. Par contre, le TNT Championship en disant ah, je m'inspire de lui, c'est le plus grand champion de tous les temps, alors que finalement, il n'a pas été si longtemps que ça. Et puis voilà, c'est un peu ça reste un peu de la bouffonnerie, quoi, le Dark Order maintenant. Hein. Donc, ouais, j'espère que c'est qu'une petite parenthèse et que Darby Allin va vite aller à autre chose. Non pas que j'apprécie le bonhomme, mais c'est dommage quand t'as pas. Enfin, là, ils ont des nouveaux titres, des titres qu'ils essaient de mettre en valeur à l'AEW. Ça serait quand même bien qu'ils aient des segments un peu sérieux autour de ça, quoi. Ok. Eh ben écoute, voilà, on sort des segments et là, dorénavant, on va dérouler sur les matchs. D'abord, on aura un premier match tag team, puisqu'on va avoir un 10-man tag team match qui va voir s'opposer Matt Hardy, Private Party, The Butcher and the Blade, qui sont dorénavant une forme de nouveau clan, hein, puisque Matt Hardy a pris sous contrat Blade and the Butcher. Il y a aussi The Bunny qui est bien évidemment là. Ils affrontent Bear Country, Bear Boulder et Bear Bronson. Voilà, deux bons masters qui sont accompagnés du Jurassic Express de Jungle Boy, Luchasaurus et Marco Stunt. Donc la petite fille, je sais plus qui l'appelait la petite fille. C'est Ringside. C'est Ringside qu'il fallait plus ramener la petite fille avec eux. Bah, ils l'ont encore ramenée. Hein, voilà. Ils ont été la chercher à la sortie de l'école élémentaire. Et on va avoir un match un peu out of nowhere entre les 4 en 5 contre 5, pardon, qui va durer un petit peu moins de 9 minutes, 8 minutes 47. Bon, ça va être plutôt pas. J'ai un peu de mal, tu vas me dire, papy, ce que tu en penses, mais j'ai un peu de mal finalement à définir le positionnement, l'alignement de Matt Hardy, moi. Je comprends pas trop. En face, là, avec les Jurassic Express, etc., au moins, là, on est bien sûr qu'on est face à des babyface. Et j'ai envie de vous dire, comme d'habitude dans un match où il y a les Jurassic Express, eh ben, au bout de ces 9 minutes, ils vont perdre. Voilà. Eh oui. Et donc, victoire du clan du pool de Matt Hardy. Papy, qu'est-ce que tu as pensé de ce tag team match là et que penser j'ai surtout envie de t'entendre sur les Bear j'allais dire les Bear Brothers, les Bear Country. Ah, les Bear Country, ça c'est de la bonne barbaque, ça. Hein. Il y a de la bonne graisse d'ours là qui nous fait plaisir à voir. Non, ouais, ils ont un physique. Il y a de quoi faire une bonne carbonade là. Voilà, bah exactement, une bonne carbonade, la bonne bière brune. Oui, non, c'est plutôt c'est simple. Ils ont des physiques intéressants. Puis bah, ils me rappellent un peu, tu sais, alors, désolé, j'ai encore fait une comparaison à la WWE, mais un peu les Author of Pain en termes de physique. Tu vois. Deux gros masters là qui t'attrapent et qui te poussent dans tous les sens et puis qui sont violents, quoi. Donc c'est intéressant à voir. Effectivement, putain, j'ai toujours envie de les appeler les Lucha House Party. Les Jurassic Express, qui perdent en fait comme à chaque fois, c'est-à-dire que ils ont une équipe avec le Luchasaurus qui est ultra impressionnant, ils ont Jungle Boy qui est, je trouve, bien poussé et qui est toujours vachement protégé, mais pourtant ils ramènent la petite fille Marco Stunt et ils perdent, quoi. Donc c'est pas terrible. Je comprends pas qu'ils mettent pas plus en valeur cette équipe-là. Semaine après semaine, je vais me répéter, mais c'est vraiment un truc qui me perturbe. D'avoir une équipe avec finalement deux gars charismatiques et plutôt populaires, je trouve qu'ils, quand ils entrent, ils sont vachement soutenus par le public et de rien en faire, quoi. Donc, ça, c'est un peu dommage. Et concernant ta question que tu as posée dans ton descriptif sur Matt Hardy, pour moi, il est clairement heal. Hein, ce gars-là, il recrute des catcheurs pour aller tabasser d'autres catcheurs. Donc, déjà, c'est heal dans le tempérament. En plus, il veut tabasser les Jurassic Express, je vais y arriver du premier coup, qui sont clairement positionné face, et aussi le Dark Order qui, de par ce qui s'est passé, est devenu un clan face limite ultra babyface.
Pour moi, Matt Hardy, c'est un gros heel puant qui utilise son argent pour. C'est l'équivalent du. Comment il s'appelait ce gars-là, là? $1 million Man. Ted DiBiase, c'est ça, quoi. Ted DiBiase, ouais. Il paye des gens pour se battre à sa place. Ouais. Même s'il contribue quand même à la baston, puisqu'il est présent dans le match. Oui, bien sûr. Écoute, voilà. Bah écoute, moi le match m'a bien plu. Voilà, encore une fois, déçu de la défaite avec les Jurassic Express. Surtout que je m'attendais peut-être aussi à un push un peu pour les Burr Country, là, qu'on les mette un peu plus en avant. Mais là, apparemment, ils ont privilégié l'affaire Matt Hardy et son pool de catcheurs. Et donc, du coup, la victoire y va. Bon, une victoire sans, de toute façon, beaucoup de conséquences pour la suite. On n'aura que très peu parlé, voire quasiment pas parlé durant cet épisode de Dynamite du titre. Les Young Bucks auront une ou deux petits trucs, dont un petit segment vite fait qui sera un peu polémique, puisqu'ils rappelleront sur un t-shirt, je sais même plus quoi. C'était quoi l'histoire sur le t-shirt? Ils font un petit tacle à la WWE, il me semble. Vous voyez, j'y ai prêté tellement peu d'intérêt que voilà, un petit tacle à la WWE au passage. Voilà, mais font vraiment rien de notable pour la Tag Team Division. On va continuer avec un Tag Team match parce qu'on aura Eddie Kingston et John Moxley qui affrontent les Good Brothers, les champions par équipe d'Impact. Alors, ne nous demandez pas ce qu'ils foutent là, mais en fait, ils sont là tous les mercredis. Donc, ils sont là et ils viennent s'affronter parce que voilà, comme les Good Brothers sont impliqués avec Kenny Omega, Moxley et Eddie Kingston, ils ont décidé de leur casser la gueule. Ils sont redevenus meilleurs poteaux depuis l'affaire des deux pétards mouillés de Revolution. Donc dorénavant, on se quitte plus, on s'aime, on se fait des bisous, mais rien de tel quand même d'aller mettre quelques atémis et quelques kicks à des mecs comme ça entre des cordes. Et donc c'est Doug Gallows et Karl Anderson qui sont là et qui vont subir quand même pas mal la loi des deux, en particulier John Moxley, parce que Eddie Kingston sera quand même celui qui sera le plus en difficulté sans aucun problème. Il va se prendre d'ailleurs un long beatdown par Doug Gallows avec une série de tags avec Karl Anderson et longtemps il va rester derrière le turnbuckle à se faire démolir. Mais John Moxley va reprendre la main et en 9 minutes 52, victoire de Moxley et de Kingston, mon papy. Ouais, je ne suis pas du tout intéressé par ça. Là, vraiment, il n'y a rien qui m'intéresse dans cette affaire-là. Les Good Brothers, comme tu dis, je ne sais pas ce qu'ils foutent là, même si voilà, c'est partenariat avec Impact et puis ça fait penser au club, au Bullet Club de le mettre avec Omega. Et en fait, tu t'as pas précisé ou tu le feras après peut-être parce qu'il y a les Young Bucks qui étaient là quand même, qui sont intervenus en fin de. Oui, excuse-moi, ouais, je l'ai pas précisé, tout simplement, ouais. D'accord, ouais. En fait, c'est ça. Alors moi, pour revenir là-dessus, les Young Bucks, là, donc du coup, cette fois-ci, ils nous refont une partition face cette fois-ci, vu que ils sauvent un peu Moxley et Eddie Kingston qui vont se faire péter la gueule à coups de chaise. Après l'intervention d'Omega aussi. Et donc voilà, moi je trouve que ça nuit clairement à l'histoire, les Good Brothers, parce que une fois ils soutiennent les Young Bucks, une fois ils soutiennent Omega contre les Young Bucks. Enfin, c'est pas vraiment clair. Et je trouve que c'est mal joué, ou c'est mal joué, ou ils foutent la zone. Mais les distensions entre les Omega et les Young Bucks, j'ai vraiment du mal à les sentir parce que d'un épisode à l'autre, ça apparaît, ça disparaît, ça apparaît, ça disparaît. Et donc ça rend pas l'affaire super lisible, super intéressante. Et en plus, comme Moxley m'intéressait pas des masses et Eddie Kingston non plus, tu vois, ça avait tout un pool de catcheurs qui m'intéressent pas des masses ensemble, et du coup, ça m'intéresse pas des masses. Ouais, moi non plus, je peux pas dire que j'ai été passionné par ce match. Moi, Eddie Kingston m'intéresse pas du tout entre les cordes. Je reconnais qu'il a du bagou et que quand il est lancé sur des promos, il n'y a pas grand-chose à redire là-dessus. Il me passionne pas, donc bon, même les promos, même si je lui reconnais cette qualité-là, ouais, dans le ring vraiment, comme je le trouve vraiment, oh là là, mais totalement quelconque, quoi. Il ne m'intéresse pas. Alors avec John Moxley, ouais, ça donne une équipe, mais c'est surtout le principe, comme toi, en fait, des Good Brothers qui sont là. Mais qu'est-ce qu'ils foutent là, quoi? En plus, il y a une telle richesse dans la Tag Team Division, que ça soit en heel ou en face, que je vois pas l'intérêt de faire venir les mecs. Alors effectivement, là, on est dans une démarche purement commerciale. On cause business, on fait un partenariat avec Impact, on fait venir des mecs d'Impact. Comme tu l'as rappelé, ça rappelle un petit peu de Nostalgie Bullet Club, mais ça casse pas trois pattes à un lapin. Et c'était pas super intéressant. Allez, on suit derrière avec un single match. Et on retrouve l'autre moitié des Lucha Brothers, en l'occurrence Rey Fenix, qui est bien chaud en ce moment, qui catch tous les mercredis, qui est accompagné de Pac et qui va affronter Angelico. Angelico, un petit peu de retour, qu'on voit un peu sporadiquement avec Jack Evans en tag team. Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait certainement pas vu catcher en fait en 1 contre 1.
Moi, c'était un catcheur que j'adorais à la Lucha Underground. J'étais le mec était dingue. Le mec était dingue. Bon, c'est un gars qui s'est beaucoup blessé, hein, donc c'est compliqué. Mais du coup, vont nous sortir un petit match. Alors là, bah moi, je vais le dire tout de suite. Moi, j'ai été purement enchanté. C'était trop court pour moi. Ça a duré 7 minutes 30. Parce que voilà, je me suis replongé un peu il y a quelques années, là, en 2014, 2015, 2016. 2017, je crois que ça a duré, c'est ça, de 2014 à 2017, il me semble. Et les 4 saisons de la Lucha Underground, là. Et donc, du coup, c'était plaisir. Victoire de Rey Fenix, sans surprise, parce que Angelico reste un jobber à la All Elite Wrestling et que Rey Fenix est un peu dans la hype, un peu de momentum ces derniers temps. Voilà, c'est l'avant-dernier combat de ce Dynamite. Mon papy. Ouais, alors j'aime bien Rey Fenix aussi, moi. J'aime plutôt bien. Ce qui est un peu dommage, c'est qu'il catch tout le temps solo alors qu'il est en équipe avec Pac. Et que si je dis pas de conneries, ils sont challenger pour le titre tag team en plus. Bah oui. Donc c'est un petit peu dommage qu'il catch qu'en solo. Surtout contre un mec tout seul aussi fait un GO. Ça, bon, bref. Moi, c'est plutôt plaisant. Par contre, je t'avoue sincèrement que là, tu me parles, je me souviens plus du tout du match en fait. Je suis désolé. Je me rends compte quand tu m'as parlé, j'ai dit bah merde, il s'est fini comment? Donc c'est Rafik qui a gagné, c'est logique. Ouais, j'ai dû déconnecter parce que il était tout seul. Mais bon, après voilà, moi je l'aime bien, hein. Je trouve qu'il est plutôt spectaculaire et qu'il envoie du pâté. Mais voilà, désolé, ça m'a pas marqué plus que ça en fait. T'as eu une panne d'Instagram. Ouais, j'ai eu une petite panne de cerveau là. J'arrive même plus à me souvenir. Je me souviens même plus du finish ni rien là. J'ai eu un. Aïe, aïe, Désolé, j'ai aïe, un gros aïe, blanc. aïe. Ça y est, peuple de catch-up, on est attaqué par l'âge. Je vous dis, Alzheimer nous guette à l'EHPAD. Ça va être dur pour retrouver les studios. Ça va être compliqué avec les années, hein, moi je vous le dis. Hein. Ah, c'est Allez, pire en pire. on arrive au main event de ce Dynamite. C'est un non-sanction Lighthouse match. Un match de la division féminine qui voit s'affronter Thunder Rosa à Dr. Britt Baker, qui est accompagnée de sa nouvelle copine. Elle en a eu beaucoup des copines. Hein. En l'occurrence, là, c'est Rebel. Alors là, écoutez, mes amis, déjà que la division féminine est l'honneur du main event à Dynamite, c'est quand même très, 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 très rare. La championne n'est pas impliquée dans cette affaire. C'est une longue rivalité pour le coup qui existe entre les deux femmes. C'est pas quelque chose là qui sort de nulle part. Voilà, pour les suiveurs de la All Elite Wrestling qui vont m'entendre, ils vont dire oui, Toton, oui, là on est d'accord. Hein. Clairement, Thunder Rosa et Britt Baker, elles sont affrontées en tag team, elles sont affrontées pour le titre NWA. Il y a une haine farouche entre les deux. On est vraiment dans le sanglant. Et donc, pour qu'on en ait arrivé à cette stipulation, alors cette stipulation, les light-out, ça ne veut pas dire grand-chose, ça veut dire juste qu'on a baissé les lumières. Quoi. On s'est mis un peu dans les ambiances années 70. Voilà, il manquait plus que la fumée des cigares et puis on était bon. Quoi. Mais alors, il va y avoir un match d'une violence, un truc de dingue. Les nanas vont se servir d'absolument tout ce qui va leur passer sous la main de toute façon. Voilà, les chaises et compagnie, tout va y passer. On aura même droit à un sac de punaises. C'est vraiment ambiance très, 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 très haineuse. C'était assez incroyable. Moi qui suis la IW régulièrement, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe là tout d'un coup là? Qu'est-ce qui leur arrive avec ces filles là? Rosa, elle va envoyer aussi d'ailleurs Rebel qui va aussi prendre sa trempe. Reba, pardon, je l'appelle Rebel, mais c'est Reba, qui va l'envoyer à travers une table. Finalement, la portoricaine, elle va réussir à poser son Fire Thunder Driver à Baker, de la prendre vers une table à l'extérieur. Et ça va se terminer dans le sang, la sueur et les tripes à l'air. Parce que après ce gros spot sur la table, elles vont s'envoyer tout ce qui leur reste. Et au bout de 16 minutes 37 de dingo, Thunder Rosa va remporter la victoire. Alors, papy, est-ce que comme moi, déjà, tu as été surpris par la tournure des opérations, on va dire? Ouais, très surpris. Déjà, première surprise, c'est le positionnement de ce match-là. Parce que comme tu dis, c'est une rivalité qui dure, mais par contre, c'est une rivalité qui est tout le temps tout au fond de carte, en fait, tu vois. Ah oui, on est d'accord. Elles étaient en dark match au pay-per-view, si je dis pas de conneries. Enfin, tu vois, elles sont toujours très très peu exposées, puis d'un coup, boum, main event. Donc tu dis, oula, ça me rappelle un peu, tu sais, quand tu as vu le match de tag team entre les deux, comment ça s'appelle ça, les deux gars de l'équipe de Inner Circle, et
Bref. Et qui s'était battu dans un parking, là. Parking fight, je sais pas quoi, là. D'accord, ouais, entre les best friends et ouais, ok, ouais. Voilà, désolé, les noms m'ont totalement échappé. Donc voilà, ça m'a rappelé un peu ça. Tu vois, c'est un match main event. Tu sais pas trop. Sur le coup, tu te dis, bah merde, c'est bizarre que tu es en main event. Deuxième surprise, bon, le light out, c'est effectivement une stipulation bidon. Parce qu'en fait, c'était un Falls Count Anywhere avec tendance un peu extrême rules, de street fight, tout ça, quoi, tu vois. Mais bon, ils ont dit, on va inventer un truc, on va baisser la lumière de une ampoule et puis on va décider que c'est un light out match. Ça a changé strictement rien. Par contre, effectivement, tout le reste a bien été utilisé. Il y a eu c'est assez spectaculaire, beaucoup de temps. Alors là, voilà, c'est les AEW, donc un de leurs trucs pour se démarquer, c'est qu'ils font du bleeding en veux-tu, voilà. Et donc, il y a eu des leads d'hémoglobine qui sont partis. C'était plutôt plaisant avec ces deux filles-là, mais tu vois, c'est encore une fois, je trouve ça un petit peu. Enfin, c'est dommage de ne pas utiliser la championne dans ces cas-là pour un main event pour une fois féminin. Tu vois, c'est tellement rare de ne pas avoir la championne, hormis l'avoir devant une télé super loin. Alors, dans ce cas-là, j'espère vraiment que Thunder Rosa va devenir number one contender, du coup, à ce prix-là, quitte à la mettre autant en lumière, autant qu'ils convertissent l'essai. Et pas juste que ce soit un match pour dire de faire un match. C'est toujours ça un petit truc que j'ai la petite crainte avec les AEW, c'est que t'entends, ils mettent un truc super en valeur et puis sans du tout transformer l'essai derrière, quoi. Donc là, pour une fois, ils ont mis les filles en valeur. Ils ont fait un main event original. Enfin, voilà, je pense qu'on peut pas dire le contraire. Maintenant, il faut capitaliser dessus. Là. Vous avez beaucoup de mal avec les filles. Vous leur filez 16 minutes du spectacle, le main event. Bah merde, faut qu'on se convertir l'essai derrière, les gars. Oui, mais je trouve que l'effort est tellement fait là, tellement appuyé sur les filles qu'elles aient le droit au main event, que on nous propose un match comme ça. Moi qui suis pas un fan des blade jobs et des choses comme ça, franchement, je me suis bien embarqué dans le match. J'ai trouvé vraiment que voilà, eu égard tout le background qu'il y a entre les deux, et moi qui suis souvent assez critique envers Britt Baker, je suis plus aficionado de Thunder Rosa. Britt Baker en promo, moi, me muse un peu, me fatigue un peu. Mais là, j'avoue que j'ai été surpris, et ça, j'aime bien, moi, quand je regarde un show de catch, voilà, être surpris sur le déroulement d'un truc comme ça. Et là, je me suis dit, ah, attends, là, avec les filles, là, ils balancent un truc un peu, là, ils nous mettent un peu quelque chose, là, ils tentent quelque chose. Il y a un vrai travail derrière, et j'ai trouvé le match d'excellente qualité. Le spot à travers la table est énorme. Et puis pareil, voir les filles sortir des punaises, partir comme ça dans un délire de violence, je me suis dit, là, on est bien dans la bagarre, on est bien dans la baston, là. Et vraiment, non, vraiment super agréablement surpris. J'aurais mis une belle note à ce match. J'aurais mis un 4 étoiles. J'aurais mis un 4 étoiles à ce match. Donc vraiment, non, vraiment ravi de me concernant de ce main event de Dynamite. Eh ben mon papy, si tu me le permets, on va ouvrir un peu plus grand la trousse à pharmacie parce que cette fois-ci, on va switcher et on va passer. Tonton, mais tu nous as boudé les segments micro de l'AEW parce que tu nous as pas parlé de Sting, tu nous as pas parlé de Christian, tu nous as pas parlé Oh de là qui d'autre là, encore? ouais, oh là là, tu veux en parler? Non, mais c'était juste pour dire que tu m'en avais pas parlé, quoi. Ils ont fait Oui, des segments micro, c'était pas passionnant, voilà. en fait, j'ai regroupé, voilà, effectivement, un premier truc de segment et puis j'ai oublié, tu vois, ça y est, Alzheimer, hein, ça y est, hein. Et Bah, ça y est, ça nous rattrape tous. j'ai zappé la deuxième partie en fait des segments où effectivement il y a eu Sting qui est venu nous faire un truc éternel, j'ai envie de dire dorénavant les mercredis. Christian, bon bah voilà, Christian il s'affiche clairement et définitivement dans la course du titre. Est-ce que toi t'es hypé avec ça? Non, pas du tout, ni par l'un ni par l'autre. Enfin, Ah ouais, Christian, ni par l'un ni par l'autre. non, c'est pas ça. Ouais. Je reformule parce que Christian, c'est un de mes chouchous, tu vois, comme Cody Rhodes, donc je vais être hypé dès qu'il va mettre un nez dans le ring. Mais les promos étaient pas du tout intéressantes, c'était du classique sans intérêt. Par contre, une promo qui est intéressante et je viens d'y repenser maintenant en t'écoutant parler, c'est la promo de MJF avec son nouveau Ah clan. oui, le MJF exactement avec son nouveau Qui a clan. fait avec En fait, aussi Tony Blanchard qui a fait une promo ouais, sympa au début. J'ai trouvé très bien la promo, très bien sentie, plus courte et plus timée que la semaine dernière où vous avez fait vraiment trop de longueur. Et là, il a présenté un peu son groupe, présenté son clan, dire qu'il avait pété des gueules. Donc ça, j'ai trouvé ça plutôt sympa. J'ai trouvé juste mon petit bémol, c'est je crois que la semaine prochaine, on les a programmés dans un match, mais contre des mecs qu'on sait même pas qui c'est. Et aussi les Varsity Blondes et je sais pas qui.
Et je trouve ça vraiment, c'est toujours un petit point de dommage l'AEW qu'ils annoncent des matchs avec un gros groupe que tu as envie de voir et des quasi inconnus en face. Quoi. Tu vois, à la limite, il faudrait juste dire la semaine prochaine, les débuts de ce groupe-là, tu vois, ça aurait largement suffi. Quoi. Ça sert à nous raconter les adversaires qui sont là pour jouer, de toute façon. Ouais, alors, c'est vrai que le clan formé par MJF là, est en train d'avoir une grosse hype en ce moment. Alors, le problème, c'est qu'en fait, à la AEW, il y en a tellement des clans maintenant. C'est vrai. C'est un petit peu, je minois un peu par moment. Et c'est vrai que je dis, ah oui, mais c'est vrai, maintenant, lui, il est dans ce groupe-là. Et machin, tu vois, entre le Dark Order, l'Inner Circle, la troupe à MJF, Matt Hardy, c'est quand même, c'est assez impressionnant, quoi, le nombre de clans qu'ils ont. Et je reconnais que je m'y perds un peu. Et à noter que notre ami MJF poursuit dans la lignée de Jericho et de plein de gens en disant cette fois-ci, c'est nous qui allons réussir à lancer la carrière de l'ex-Ty Dillinger, là, j'oublie son nom. Sean Spears. Sean Spears. Cette fois-ci, c'est pour nous. C'est moi qui vais réussir à le lancer, Sean Spears. Je vais enfin lui donner la lumière qu'il mérite. Ouais, mais pendant ce temps-là, moi, je désespère à regarder Wardlow, les bras croisés, à rien faire, quoi. Et il est gros, il est fort, c'est Wardlow. Ouais, c'est sur ces paroles superbes qu'on fait le switch. Allez, on passe à NXT, toujours du 17 mars 2021. C'est le 447e du nom. Ça se passe toujours au Capitol Wrestling Center, la salle de NXT, Orlando, Floride, USA. Ah, le champion, mon papy, hein, rien de tel, hein, pour commencer NXT. Allons-y. Qui est sur le ring, qui nous dit qu'il a battu tout le monde, et c'est vrai. Et qu'à NXT TakeOver, ça va pas déroger à la règle, à Stand and Deliver. C'est lui, ça sera le cas pour Karrion Kross, qui est de retour, qui arrive justement avec Scarlett. On fait les choses dans l'ordre. Il explique que les fans dorénavant, ils ont besoin de savoir c'est qui le vrai champion ici. Finn Balor, il est prêt à la bagarre, quoi. Que lui, il agit comme un vrai champion et que Kross, il a pas tout ce qu'il faut pour le battre en main event. Alors Finn Balor, il sait de quoi il parle parce que c'est vrai qu'il collectionne les main events de NXT les uns après les autres et il les gagne tous. Donc voilà, il annonce tout simplement à Karrion Kross qu'il va comprendre ce que ça fait de perdre, quoi. Et ils vont être interrompus par qui ? Par Oney Lorcan et Danny Burch. Oui, vous avez bien entendu. Qui disent que le show devrait se focaliser sur le meilleur technicien du monde, en l'occurrence Pete Dunne, et que lui aussi, il pourrait battre aussi bien Baylor que Kross. Ok les gars, mais pourquoi c'est pas Pete Dunne qui vient tout simplement en parler de ça? Mais finalement, c'est Scarlett qui va prendre la parole et qui va proposer, qui va booker. En fait, Scarlett va booker en direct que Lorcan et Burch défendent le championnat des équipes contre Baylor et Kross ce soir. Voilà. Alors évidemment, eux, ils vont accepter. Ils veulent pas passer pour des cowards, pour des lâches. Écoute, Scarlett Booker, ça te va, papy? Ça me va. Alors, ça me va en fait parce que ils ont réussi à utiliser finalement ce que je ressentais avant le segment. C'est-à-dire que quand je voyais Karrion Kross et Finn Balor dans le ring, je dis, ça c'est du bon. Ça c'est de la bonne rivalité que j'ai envie de regarder, tu vois. Puis d'un coup, je vois les deux débiles arriver. Je me suis dit, qu'est-ce qu'ils viennent foutre là, les deux débiles? En plus, ils savent pas lâcher une promo. Ils sont mauvais comme la peste là. Qu'est-ce qu'ils viennent foutre là? Et justement, ça se finit en Scarlett qui les utilise en fait. En gros, c'est effectivement, ils sont vraiment débiles. Et donc, en deux mots de Scarlett, hop, ça retourne le cerveau, puis ils mettent leur ceinture en jeu, c'est débile. Et puis voilà, ils vont s'en bouffer tout cru, quoi. Ouais, ils vont se faire bouffer tout cru. Ouais, écoute, moi, je te cacherai pas ma surprise. Alors, je parlais tout à l'heure que je ne peux jamais être agréablement surpris, mais il y a des fois, je suis désagréablement surpris. Et pour moi, vraiment, alors là, mais j'en avais rien à carrer d'avoir Lorcan et Burch qui viennent défier Baylor et Kross, quoi. J'avais pas envie de voir Baylor et Kross en tag team. La rivalité se suffisait à elle-même. Que Pete Dunne, effectivement, si Pete Dunne était venu, là, j'aurais pas eu le même discours. Mais là, franchement, j'en avais rien à foutre. Et quand je me suis dit, mais attends, là, ce qu'ils sont en train de nous annoncer, là, c'est le main event. Et je me suis dit, mais non, tu vois, j'avais pas envie de ça, en fait, quoi. J'avais pas envie de ça. Petite question, il manquait pas du monde à NXT sur cet épisode-là? Alors, c'est une bonne question, mon papy, toujours à la pointe de l'actualité, notre ancien. Puisqu'effectivement, à NXT, il y a eu beaucoup de soucis cette semaine. Il y a eu pas mal de cas de Covid.
Et il y a eu pas mal de mecs mis sur la touche, de gens cas contact, voilà, beaucoup de problèmes. Je crois que Triple H lui-même a été mis en cas contact cette semaine. Donc, d'accord, ça s'est ressenti tout du long. Hein. Et je pense d'ailleurs que c'est pour ça que tu n'étais pas là. Ouais. Et du coup, c'est peut-être pour ça que Pete Dunne n'était pas là, effectivement. Donc voilà, en tout cas, c'est Scarlett qui s'est occupée du booking, qui a booké le main event, et on aura donc un tag team match. On va en parler tout à l'heure. En attendant, on attaque sur le premier match de catch de la soirée, qui va voir s'affronter Dexter Lumis et Austin Theory. Donc pareil, ils se tournent autour depuis un petit moment maintenant. Il y a eu différentes affaires, des affaires de kidnapping, un Austin Theory qui était quasiment dans le syndrome de Stockholm. Mais au final, ils ont quand même décidé de régler ça à la catch-up, voilà, en se mettant des bourre-pifs. Donc, on se retrouve entre les cordes. On va avoir un match de 9 minutes 34 et on va avoir des petits gars, de NXT là que j'aime plutôt bien, même si je suis circonspect du personnage d'Austin Theory depuis qu'il fait partie de The Way. D'ailleurs, je suis circonspect de The Way tout court. et on va avoir un match pas mal parce que Theory, il a un physique. Theory, il est assez... moi, je trouve que ce jeune, il a 23 ans, je crois. Et finalement, il est assez spectaculaire dans les airs. Il est efficace dans le strike. Il n'hésite pas à se mettre un peu dans du mat wrestling parce que Dexter Lumis, c'est quelque chose qui propose beaucoup. Il y a beaucoup d'exercices de soumission, on va dire, entre les deux. Dexter Lumis, il va quand même tenter de piéger Theory au cours du match, en lui faisant croire plus ou moins qu'ils sont poteaux, mais il va réussir finalement à le bloquer dans sa soumission. Austin Theory va s'en sortir une première fois, il va réussir un TKO qui va être contré, et ensuite il se prend la fameuse prise de soumission définitive de Dexter Lumis, en l'occurrence The Silence, et il va perdre le match. Victoire de Dexter Lumis qui finira avec Austin Theory dans ses bras en lui caressant gentiment le crâne, tel un enfant qu'on essaye d'endormir. Or là, il avait réussi à l'endormir. Alors papy, est-ce que tu t'es endormi devant ce match? Ah bah non, là c'est deux catcheurs que j'aime bien, c'était spectaculaire. Comme tu dis, c'est Theory qui est tout jeune et pour moi il a tout. Hein. Franchement, pour s'imposer même dans le main roster, enfin alors, pas tout de suite champion de Mania, tu vois, mais par contre c'est un gars qui, dans les années qui viennent, je ne vois pas comment il ne pourrait pas être quelqu'un qui progresse dans le main roster et qui fait une belle carrière, quoi. WWE, il a vraiment tout ce qu'il faut pour réussir. Dexter Lumis, il a un personnage et je me demande si, un peu comme les Wyatt, c'est pas quelqu'un qui va devoir transiter assez rapidement aussi vers le main roster parce que, au bout d'un moment, à être toujours entre deux eaux à NXT, il va s'ennuyer ce garçon en fait parce qu'il faut des histoires un peu méta pour lui. Et donc voilà, donc ils ont fait un match plutôt sympa, sans les Gargano qui, pour le coup, du coup, je me demande s'ils n'étaient pas aussi qu'à contact parce que c'est bizarre qu'on les voit en vidéo, tu vois. Donc je pense qu'ils n'étaient pas là non plus. Et puis voilà quoi, donc voilà, c'est plutôt un beau match. Franchement, ils ont des prises spectaculaires. Je mise grandement sur ces deux gaillards pour faire une belle carrière à la WWE. Ouais, je confirme. Moi aussi, deux catcheurs que j'aime bien. Austin Theory, pour moi, c'est un heel naturel. C'est comme ça que je le ressens, ce garçon. J'arrive pas à imaginer ce jeune gars en face, c'est bizarre. Et je suis vraiment client de Dexter Lumis depuis le début. Je trouve qu'il a un énorme physique. Je trouve qu'il est pas. Franchement, à chaque fois que je le vois, je me dis putain, mais ce mec-là, quand même, quoi. Belle bestiaire. Tu dis ah ouais, clairement, ouais, du Golgoth, vraiment. Donc c'est vraiment. Et puis c'est un type qui a un truc, ce regard, c'est vraiment bien trouvé tout ça. Je trouve qu'il y a tout un truc autour de lui qui pourrait être vraiment sympa. Et j'espère que ça va aller encore plus loin pour lui, effectivement. En tout cas, ils nous ont livré la marchandise. C'était un bon petit match d'opener. Allez, on continue dans les segments backstage. On va avoir l'ami Tommaso Ciampa qui est dans les problèmes. Parce qu'il a des soupçons et des accusations envers Imperium. Ils sont Timothy Thatcher qui est introuvable en fait, quoi. Et Tommaso Ciampa, il demande à Mackenzie d'aller voir Imperium et de leur demander s'ils ont vu Alexander Wolf, parce que c'est quoi l'affaire? C'est Alexander Wolf qui est mis dans l'affaire? Ah ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Ça, oui, il dit en gros, ils peuvent le chercher, ils le trouveront pas. Oui, ils le trouveront pas, ouais, voilà, ouais. C'est ça, exactement.
Voilà, j'enchaîne des excuses pour cacher des gens dans ce NXT, donc le moindre absent, ils ont essayé de le justifier, c'était assez drôle. Ouais. Alors, on revient sur le ring. On a Adam Cole qui est sur le ring cette fois, quoi, qui explique qu'il n'a pas de problème avec Kyle O'Reilly, hein, mais c'est juste qu'il a plus besoin de lui. Dorénavant, il taille sa route, le Adam Cole baby. Mais avec ce qui s'est passé les dernières semaines, et en particulier la semaine dernière, il se doit quand même de riposter, quoi. Et donc, il demande à O'Reilly de venir dans le ring et puis d'en finir. Et finalement, c'est William Regal qui va arriver et qui va dire que Kyle O'Reilly, il n'est pas apte à combattre, qu'il n'est pas là ce soir, voilà, qu'il est actuellement blessé, ok. Non, il n'a pas le Covid, il est blessé. Mais finalement, Kyle O'Reilly apparaît sur le grand écran et rectifie quand même notre ami William Regal en disant qu'il n'est pas présent ce soir à NXT, mais c'est uniquement dans l'intérêt d'Adam Cole et de son carnet de santé. Il nous dira qu'il fera tout pour se venger. Cole s'énerve, dit qu'il n'est pas content, qu'il va le trouver, qu'il va le frapper en premier. Voilà, papy, Adam Cole baby, Kyle O'Reilly, Covid, tout ça. Covid. Oui, mais alors, c'est là où tu te rends compte que ça tombe vraiment mal, quoi. Genre, t'as 4 semaines moins que ça, je crois 3 semaines maintenant des méga takeovers de la semaine de Mania, et puis tu te retrouves avec une carte que tu dois builder avec la moitié de ton roster capteur. Donc, voilà, encore une fois, sincèrement, ça m'a fait un sourire, en fait, parce que je trouve qu'ils arrivent à se sortir à peu près de la situation en arrivant quand même à raconter l'histoire malgré les absences, en faisant des trucs à distance, tout ça. Voilà, ils font ce qu'ils peuvent. Moi, ce match-là, sincèrement, il a pas besoin d'être buildé. On sait très bien qu'ils peuvent pas souffrir les deux. Ils vont certainement se refoutre sur la gueule, des bagarres générales, enfin la totale comme d'hab, le total package. De toute façon, nous, ce qu'on attend, c'est le match qui aura lieu à Takeover, de toute façon. Ouais, voilà un segment in-ring qui servait absolument à rien pour moi, et ils auraient pu se contenter d'une simple vidéo des deux. Voilà, mettre Kyle O'Reilly et mettre Adam Cole dans un truc plus court. Et voilà, juste une intervention promo backstage de Adam Cole m'aurait largement suffi. Pour moi, tout ça, c'était un peu, ça sert à rien en fait. Toujours dans les backstage, dans les vestiaires, on a Ember Moon et Shotzi Blackheart qui sont les nouvelles championnes de la division par équipe féminine. Ember Moon, elle est revenue pour créer l'histoire. Shotzi Blackheart, elle vient célébrer sa victoire avec son papa. C'est super. Là-dessus, il y a le Robert Stone Brand qui arrive, qui vient défier les championnes. Au moins, au moins elles y vont. Elles vont voir les championnes et direct, elles les défient. Et elles ont bien fait, puisque Moon et Blackheart vont accepter de défendre les ceintures, accepter le challenge, et ça sera pour la semaine prochaine, papy. Ouais, voilà, mais j'en parlais tout à l'heure pour les AEW, des buildings, des builds de matchs entre des champions ou du moins des mecs dominants et des jobbers, ça m'intéresse pas des masses de prévoir une semaine à l'avance, tu vois. C'est sûr que le Robert Stone Brand, c'est un peu le club de la loose, quoi. C'est sûr, parce que quand la catcheuse la plus douée dans le lot, c'est Aliyah. Voilà, ça met un peu le niveau, quoi. Allez, on enchaîne. Match de tag team masculin cette fois. La Legado del Fantasma qui va affronter Breezango de retour. Là, ça y est, eux, ça a l'air d'aller. Ils ont l'air d'être en forme, les gars. Breeze et Fandango. Un match de 9 minutes 53 qui va surtout voir une fin de match, surtout qui va voir Fandango faire un gros tag avec Tyler Breeze qui va reprendre l'avantage. J'ai trouvé que Tyler Breeze, d'ailleurs, je l'ai trouvé bien en forme. J'ai trouvé que c'était celui des deux qui brillait le plus du côté de nos amis de Breezango. Et Raul Mendoza va quand même briser voire 2 tombées. Joaquim White va se prendre aussi un gros super kick dans la face. Mais finalement, les Mexicains vont réussir à passer leur prise de finition. Alors leur double team, là, je ne sais pas quel est son nom. Pour la victoire de la Legado del Fantasma, mon papy. Alors attends, je vais juste terminer le segment pour la Legado del Fantasma. Vas-y. Le patron qui est concerné, en l'occurrence Santos Escobar, le champion cruiserweight, qui va prendre le micro et qui dit qu'il a entendu qu'il y avait Jordan Devlin qui est de retour. Et oui, puisque la semaine dernière déjà, et sur les réseaux sociaux, Jordan Devlin avait annoncé son retour aux États-Unis. Lui qui considère qu'il n'a jamais perdu son titre, un peu comme Sami Zayn avec l'Intercontinental Championship, et qui vient direct défier Santos Escobar. Donc pour le titre des pas moyens, l'Irlandais il va venir sur le ring, il va dire qu'Escobar a menti à tout le monde en se proclamant comme le champion. Mais le Mexicain lui dit que personne ne se souvient qu'il a gagné ce titre. Papy, tu nous diras si tu t'en souvenais. Non.
Et que voilà, pendant ce temps, il est allé bosser à NXT UK. Tout ça, c'est bien gentil, mais là, voilà, il va falloir venir lui faire face à NXT Takeover. Défi accepté par Jordan Devlin, qui va quand même frapper Santos Escobar avant de s'en aller, histoire de faire bonne figure, papy. Ouais, voilà, ça c'est pareil, c'est quoi l'expression? Je l'ai oublié. Bref, c'est du. Je vais y arriver. C'est très téléphoné. Tu t'y attends de toute façon qu'il y aura une unification des ceintures. Vu le profil des gars et vu l'absence totale de concurrence dans la division Cruiserweight, je pense que de toute façon ça peut se régler qu'à takeover. Et puis voilà, c'est un programme qui va rouler tout seul. Et puis voilà, vivement takeover. Ouais, vivement Takeover. Écoute, qu'on règle cette affaire de Cruiserweight. Alors moi, je ne regarde pas 205 Live. Je ne sais pas si c'est ton cas. Et Non du plus. coup, je ne sais pas trop comment est présentée la ceinture, comment Santos Escobar. Il faudra, voilà, Peuple de Catch-Up, fact-checking, là, si vous pouviez nous parler un peu de 205 Live et nous expliquer un peu comment c'est booké par rapport en plus au simple fait que le titre est représenté à NXT. Et très souvent, hein, pour le coup, on parle très souvent à NXT. Je me demande même si Santos Escobar fout de temps en temps les pieds à Five Live. Hein. Eh ben écoutez, fact-checking. Allez, on continue. On aura une petite vignette, il me semble. De qui on va avoir une vignette? Oui, on va avoir. Ah aussi, on va avoir la vignette sur une nouvelle arrivante, Oui. Sarai, une japonaise. Ah oui, une japonaise NXT. Jusqu'à présent, ça a souvent été des bonnes pioches. Je suis d'accord. Et justement, on va en profiter puisque derrière, on va enchaîner avec les filles. On va avoir un match entre Dakota Kai et Zoe Stark. Alors Dakota Kai qui est un petit peu livrée à elle-même. Alors elle est toujours accompagnée de Raquel Gonzalez. Mais c'est vrai que là, le duo en ce moment est un peu partagé puisque Raquel Gonzalez est impliquée directement dans le main event individuel du côté des filles. Et donc Dakota Kai, on va voir un peu comment elle va gérer tout ça. Et elle affronte Zoe Stark, qui est une nouvelle aussi, qui est là depuis, je pense, ça fait un mois qu'on la voit à l'antenne, là, peut-être, ouais, ça doit faire quelque chose comme ça. Une fille bien athlétique. Et on va avoir un match féminin j'ai envie de dire presque dans les standards NXT, puisqu'on va avoir un match de 12 minutes 36. Grosse défense de Zoe Stark, malgré la pression quand même d'avoir les Kai et Gonzalez à côté. Elle va pas donner sa part au chien, ça va être une belle bagarre. Elles vont passer toutes les deux finalement assez près de la victoire. Il va y avoir plusieurs near fall. Finalement, la néo-zélandaise, elle va quand même réussir à contrer son Fireman Scary là, parce que ouais, c'est vrai, elle fait un rolling Fireman Scary. Voilà, j'ai la prise exacte et elle le fait joliment cette Zoe Stark. Et finalement, un kick, un go-to kick et Dakota Kai 1, 2, 3 va battre Zoe Stark dans un match assez compétitif. Après le match, Io Shirai va débarquer parce que Io Shirai, elle est la championne, mais elle y va face à Raquel. Quoi. Elle veut y aller, elle s'en fout de la gagnante du match pour offrir le contrat à Raquel Gonzalez avant de repartir pour aider quand même Zoe Stark. Elle est bien urbaine, Io Shirai. Et finalement, on se doute bien que ce qu'elle a remis là, c'est un contrat pour un match de championnat. Et clairement, c'est établi dorénavant. Raquel Gonzalez, Io Shirai, ça y est, c'est dans le marbre, papy. C'est dans le marbre, mais je suis étonné de la résistance de Dakota Kai dans cette histoire. Je pensais vraiment qu'elle allait disparaître au profit de Raquel Gonzalez. Et non, elle fait encore des matchs solo. Un drôle de joli match en plus. Hein, les 12 minutes plutôt très disputé avec Zoe Stark, Ouais. qui est une petite nouvelle, comme tu dis, très athlétique, avec un profil un peu trapu, un peu atypique justement chez les femmes, qui est pas pour me déplaire. Je pensais même qu'elle allait gagner en me disant bah tiens voilà, ça va être le début de la fin pour Dakota Kai. Mais non, ils abandonnent pas Dakota Kai. En fait, j'ai trouvé ça du coup super intéressant, tu vois. De me dire, il y a Io Shirai qui est contre Raquel Gonzalez, mais ils abandonnent pas Dakota Kai. Il y a la petite nouvelle là, qui m'a l'air très athlétique. Là, je me suis dit, il y a encore là, le cœur de la division féminine est là, tu vois. Il y a de la qualité qui est là. Et ces filles-là, j'ai envie de les voir. Et d'ailleurs, je crois qu'ils ont annoncé qu'ils allaient avoir un tag team match la semaine prochaine ou bientôt, en tout cas. Avec justement Dakota Kai qui disait à Raquel Gonzalez, même si tu as un parcours solo qui arrive, on reste en équipe pour l'instant, on a besoin de te refaire, etc. Donc c'est peut-être là d'ailleurs qu'ils vont se séparer. Ouais. Bah écoute, en tout cas, moi je te rejoins sur la notion de compétitivité de ce match féminin.
Je trouve que de toute manière, ça reste dans les vraiment, comme je l'ai dit, dans les standards de la NXT, hein, la division féminine. Pour moi, c'est, je ne cesse de le répéter baston après baston, ou quand on fait des reviews, des takeovers. Mais clairement, c'est toujours un plaisir à NXT parce que à chaque fois qu'ils renouvellent, il y a des filles qui arrivent. Là, il y a une nouvelle japonaise qui débarque, une Zoe Stark dont on sent qu'il y a du potentiel. Raquel Gonzalez, bon, n'en jetez plus. Moi, je suis totalement convaincu. Donc, et comme j'adore Yoshirai, enfin moi, je ne peux être que ravi par ce qui se passe dans la division féminine de NXT, quoi. Avoir une rivalité Raquel Gonzalez-Yoshirai, me concernant, ce n'est que du plaisir. Donc vraiment, je trouve que NXT, chez les femmes, les années passent et je trouve qu'ils arrivent à garder toujours un niveau stable et que le star power est quand même là et que après, il faut monter dans le main roster, c'est comme pour les hommes, c'est compliqué. Mais au final, c'est quand même vachement bien ce que nous propose la division féminine de NXT. Je trouve qu'ils sont bien renouvelés, la division féminine de NXT là. Après quelques, tu sais, quand là, il y avait eu pas mal de départs féminins, je trouvais qu'elles avaient un peu abaissé. Justement, au moment où Yoshirai devient championne, je me dis, Yoshirai est balèze, mais par contre, il n'y a plus rien derrière. Tu vois, c'est totalement désert. Et là, je trouve qu'ils ont pas mal réussi à reconstruire quelque chose. Alors, avec les son tag team là, qui vont occuper des filles peut-être un peu moins fortes. On voit Alia, on voit, je sais que Blackheart, c'est des filles un peu plus, on va dire, débutantes. Et par contre, dans le haut niveau de la carte, là, tu vois, là, il y a quelques filles intéressantes qui se baladent, que j'ai envie de voir catcher, quoi. Ouais, mais écoutez, en tout cas, c'était un voilà un segment de mid-card dans ce NXT et un match de bonne qualité, ma foi. On aura un ou deux segments. On va avoir les Grizzly Young Veterans qui vont faire une promo en parlant d'MSK qui a fait une terrible erreur la semaine dernière et qu'ils vont le payer. Il y a Imperium qui est présent pour un match contre Tommaso Ciampa, mais juste avant le match, Tommaso Ciampa, il va venir avec une chaise, il va attaquer Fabian Aichner pour être tranquille pendant le combat qui va le voir s'opposer à Marcel Barthel. On aura un petit segment sur William Regal qui va être interrogé backstage et on va venir le chercher pour lui informer qu'il se passe quelque chose avec Adam Cole et qu'il faut absolument qu'il vienne voir ce qui se passe. Il sort à l'extérieur. Là-dessus, il y a William Regal qui voit Adam Cole et Kyle O'Reilly qui sont en train de s'engueuler. Ils s'engueulent les deux mecs. Et il y a la police qui est là et qui est carrément en train de les arrêter, de les menotter. Purple Walk. Le general manager, il discute quand même avec la police, quoi. Il fait péter les galons, quoi. Merde, les mecs, je suis le GM de NXT, quoi. Et voilà, pour essayer de savoir ce qui s'est passé. On n'en saura pas plus dans l'instant. Alors, papy, inquiet pour la mise en arrestation d'Adam Cole et de Kyle O'Reilly? Non, mais ce que je disais, c'est, de toute façon, là, on va être dans le classique de chez classique, entre deux gars qui veulent faire se piffrer. Ils vont nous enchaîner les segments avec plein de gars qui se séparent pour justement expliquer qu'on les voit jamais s'affronter avant takeover et que voilà, il y aura toujours 1000 raisons pour pas qu'ils soient ensemble et puis voilà, ils se reverront à takeover. Eh oui, ils vont pas se lâcher comme ça. Allez, on parlait d'un match, on parlait donc de Tommaso Ciampa qui a éliminé la concurrence et il se retrouve dans un match face à Marcel Barthel avec un match, mais alors totalement à sens unique, qui va pas être un squash parce que c'est un match qui va durer quand même 4 minutes 34, mais Ciampa archi domine l'Allemand qui va tenter quelques retours, mais ça suffira pas. Il va bien avoir quand même le retour de Fabian Aichner pour donner quelques offensives à notre ami allemand, mais ça va pas suffire. Il va finir quand même par s'incliner. Il va se prendre le finisher de Tommaso Ciampa. Tommaso Ciampa, il va même pas avoir le temps de célébrer, puisque là, je pense que Ringside devait être heureux. Parce que là, qui débarque sous le Titantron? Walter est de retour à NXT. Walter, pas de changement notable envers le ring général. Il semble toujours bien. D'ailleurs, Ciampa, il va essayer d'attaquer tout Imperium à lui tout seul. Hein. Il y va comme ça, mais il va être rapidement mis KO par un ATMI, un chop du Walter. Mais moi, à chaque fois que je vois ça, de toute façon, moi, j'ai mal pour le mec, quel que soit le mec en face. Et il va lui coller une méga grosse powerbomb. Voilà. Tommaso Ciampa est mis dans l'ambiance. Walter est de retour. Imperium va dominer, papy? Ouais, ça y est, là, le clan, pour moi, débute vraiment, quoi. Donc,
Bah, c'était quelque chose qu'on attendait. De toute façon, depuis le temps qu'ils tournaient autour, l'Imperium a dit on arrive, on arrive, on arrive. Bah voilà, ils sont là. Et puis bah Walter va péter des gueules. Moi, je n'ai pas encore un avis. J'ai souvent entendu parler de Walter, qui était quelqu'un d'impressionnant. Maintenant, Bah, j'attends de le voir vraiment catcher, quoi. tu Dans l'as des déjà grands matchs. vu, tu l'as déjà vu dans des takeovers et tout ça, quoi. Il a déjà participé Ah à des ouais? trucs. Il fait des covers? C'est peut-être parce que je regardais plus à l'époque. Ouais, peut-être, je sais pas, mais enfin, bon, en tout cas, Walter, on a eu l'occasion de le voir quand même pour les suiveurs réguliers. Alors, effectivement, là, il y a eu un gros hiatus, quoi, mais c'est là, moi, je suis plutôt content, hein, pour le coup. À la NXT, les clans, véritablement, il y en a pas beaucoup, et surtout qu'en plus, l'Undisputed Era n'existe plus. Donc, finalement, que Imperium revienne. Et puis, pour la Tag Team Division, moi, si tu veux, je l'ai déjà dit et je le redis. Moi, j'aimerais plutôt voir Imperium avec les titres tag team déjà que Lorcan et Burch, hein. Oui, oui, bah oui, mais là, je pense que ça sera d'autant plus sympa si bah, tu as Walter dans le lot qui prend pour le dessus. De toute façon, si jamais. Bah, je suis pas sûr qu'il faille garder Finn Balor longtemps encore au niveau NXT. Et donc, bah, s'il est plus là, ce sera peut-être intéressant qu'il y ait un mec du niveau de Walter pour reprendre la suite, quoi. Oh là là, bah alors là, Walter, champion NXT, là, mais là, ringside, champagne! Et ben, espérons-le pour lui alors. Allez, on continue. L'avant-dernier match de la soirée à NXT, c'est les débuts, ça y est, officiel, de LA Knight, qui a fait plusieurs promos là depuis 3 semaines. Ça y est, c'est parti. Ça y est, il rentre dans le Capital Wrestling Center entre les cordes pour la première fois. Alors ça va être une entrée en douceur, j'ai quasiment envie de dire. Il va rencontrer Auguste Grey, qui est donc un obscur jogger. Si tu connais sa carrière, mon ami Papy, tu seras le bienvenu pour m'en raconter beaucoup sur cet homme. Voilà, match donc super court, dominé totalement. Il n'y a pas photo, ça va durer 2 minutes 25. Finalement, il y a Bronson Reed qui est impliqué là actuellement dans la LA Knight. Je crois que c'est sa rivalité de départ là pour se lancer là. Donc Auguste Grey, il va quand même réussir dans ces 2 minutes à placer un roll-up et à mettre quelques coups, mais il va manquer un premier saut. Ça va permettre à LA Knight de placer son headlock driver, finisher que je trouve pas mal du tout. Victoire de LA Knight. Papy, les débuts du chevalier. Ouais, là, on est vraiment au début de chez début. Là, je pense qu'on pourra pas juger avant peut-être un an, quoi, cette affaire-là. Donc voilà, donc bah tant mieux que ça qui démarre. Là, franchement, j'en parlais tout à l'heure en disant que peut-être que Walter est le futur de NXT. En tout cas, je suis sûr que les Knights, c'est le futur de NXT, quoi. C'est un mec qu'ils vont utiliser pour 6 mois, un an. Qui va de toute façon qui va se lancer contre Bronson Reed, tout ça. Là, on est vraiment sur je sais pas, tu vois, autant on parle de rivalité qui se termine avec le O'Reilly, avec Cole, tout ça, autant là, par contre, on est sur le début du début, quoi. Oui, non, mais là, clairement, ouais, là, ça y est, c'est le premier run, quoi, hein. On est parti sur un truc. Ouais, moi, j'aime plutôt bien Bronson Reed, donc c'est plutôt sympa qu'ils se lancent tous les deux sur un programme. Donc ça me va. Allez, on retourne backstage pour un dernier truc. On aura une petite vignette de Xayali, hein, qui nous rappelle, elle n'est pas là ce soir, mais on nous la rappelle, on nous la tous les mercredis. Elle a le droit en général au moins une vignette quand c'est pas un squash match. On va terminer sur l'histoire de William Regal, qui va nous expliquer que Adam Cole et Kyle O'Reilly, c'est aller trop loin, ça va pas du tout. Il demande aux deux de venir se présenter dès la semaine prochaine au rapport, et il explique qu'il a trouvé une solution pour régler cette affaire. Donc la suite au prochain numéro. Et on arrive dans les vestiaires toujours avec Raquel Gonzalez, qui explique que Yoshirai, elle a fait une erreur en lui proposant un match de championnat, mais que voilà, quand elle va signer ce contrat, la fin du règne de la japonaise sera actée. Tatsuya Dakota Kai qui va arriver, qui va la féliciter pour l'opportunité, quoi. Mais elle lui explique qu'elle a réussi à obtenir un match. Alors elle aussi, elle a été se faire booker ça tranquille, pépère, backstage, contre Shirai et Zoe Stark la semaine prochaine. Raquel Gonzalez, elle paraît un peu sceptique, quoi, mais Kai, elle lui dit mais si, ça va faire du bien, ça va être l'occasion pour nous de nous relancer. Voilà, quoi. On sent une Dakota Kai qui est en train d'essayer de remotiver Raquel Gonzalez dans le trip par équipe.
Mais on sent bien que Raquel, quand même, elle lorgne très très fort sur le titre suprême, papy. Ouais, alors j'avais un peu spoilé ce segment tout à l'heure parce que je m'étais un peu mélangé les pinceaux. Je pensais qu'il était avant. Donc effectivement, ce que je disais, hein, je suis content qu'il lâche pas Dakota Kai comme ça, comme une merde du jour au lendemain. Là au moins ils vont jusqu'au bout de l'histoire. Effectivement, je pense que de toute façon Raquel va tôt ou tard partir en solo définitivement. Mais je trouve ça bien qu'il poursuit un peu l'idée, puis ça permettra aussi à l'ami Stark de remontrer un peu ce qu'elle vaut. Ouais, voilà, allez, ça y est, on arrive au main event, on arrive au final. Donc, comme on vous a annoncé au tout début de ce NXT, Oney Lorcan et Danny Burch vont affronter Finn Balor et Karrion Kross. Karrion Kross, c'est vraiment le powerhouse pour le coup dans ce match. Alors, ça fait un peu du bien de voir un peu ça en me concernant à NXT, parce que je trouve que ça en manque très très fort, le powerhouse. Donc, ça fait plaisir de le revoir dans un match. On va avoir un match assez finalement classique avec une équipe dysfonctionnelle face à des champions et qui donc ont l'habitude de bosser ensemble. Mais il va y avoir un fait notable pendant ce match, c'est que Danny Burch va se blesser, et pas se blesser kayfabe, quoi, se blesser vraiment très très sérieusement, quoi. Et il aura après on aura droit aux reports médicaux de la WWE sur les réseaux sociaux, et effectivement il s'est déboîté une épaule. Et on le voit bien, je ne sais pas ce que tu en as pensé, papy, hein, mais on le voit à sa tête quand il est ringside, Ouais. au bord de la barricade, près de la barrière d'insécurité, là. Et on sent bien que là, il y a un truc qui ne va pas du tout, quoi. Ce qui va faire que Oney Lorcan va passer une bonne partie du match tout seul. Donc, c'est déjà pas facile face à un Karrion Kross et un Finn Balor à la base à 2. Alors, tout seul, c'est compliqué. Lorcan, il va se prendre finalement un gros dropkick qui va le faire retomber sur Scarlett, d'ailleurs, qui semble elle aussi blessée, décidément. Finn Balor, il va s'inquiéter, il va être chevaleresque, il va aller prendre des nouvelles. Mais elle se marre avant que Karrion Kross vienne faire une grosse trahison. L'envoyer dans le plexiglas, puis dans le ring, ce qui va permettre à Oney Lorcan d'envoyer un uppercut à l'Irlandais pour la victoire. Victoire de Oney Lorcan et Danny Burch. Après le match, Karrion Kross, il va monter sur le ring, il va attaquer Oney Lorcan, puis il va s'attaquer à Finn Balor, il va lui mettre sa Saito suplex, il lui met ensuite derrière une soumission, mais c'est Scarlett qui va, d'un geste auguste, lui demander de lâcher la prise. Elle relève l'Irlandais pour que Kross lui porte finalement un énorme fort A pour clôturer le show. Finn Balor qui fait Jésus au milieu de papy. Ah, c'est pas sa soirée, Finn me fait péter la gueule bien comme il faut. Ouais, alors tu vois, j'étais un poil déçu de reprendre les atures en fait, parce que comme les deux couillons, de toute façon, sinon il y en a des deux démesurés. J'aurais bien aimé, alors surtout en plus avec un NXT qui va se passer sur 2 nuits, tu vois, j'aurais bien aimé qu'ils défendent la ceinture en tag team, qu'ils la perdent forcément parce que si, parce que ça, dysfonctionnel, etc. Et qu'ils se fassent leur match pour le titre suprême la nuit d'après, tu vois, j'aurais trouvé ça sympa comme option. Moi j'aime bien les doubles soirées quand tu fais deux matchs, tu vois. Et puis ça m'aura rappelé le Cena et Michaels qui était aussi champion et à la fois challenger numéro 1 champion, enfin, et champion par équipe. Tu vois, c'est le genre de truc que j'aime bien, tu vois, c'est les moments où c'est vraiment pour dire, bah voilà, on est sur le haut du gratin, le haut de le haut de la carte, et bah, ils sont tellement forts qu'ils sont champions et aussi champions par équipe, quoi. Bon, ils ont pas pris cette option-là, ils ont décidé de la laisser aux deux crétins. Ouais, le match est sympa, effectivement, Karrion Kross, c'est ultra impressionnant dès qu'il est dans le ring. Voilà, donc maintenant je sais pas comment on va faire pour tenir les 3 prochaines semaines. Je pense qu'ils vont faire comme pour les autres rivalités, c'est à se tourner autour, à se renifler le cul, puis se battre juste à takeover. Ouais, c'était un main event de bonne qualité, malheureusement un peu gâché, voilà, par cette blessure de Danny Burch qui a laissé Lorcan terminer, et qui, bon, mais ils ont plutôt bien géré l'affaire. Toute cette colère que lâche Karrion Kross après en s'attaquant à Balor, effectivement, en le mettant en vrac en 2-2. C'était plutôt bien, ça repositionne Karrion Kross. Bon, moi, voilà, vous connaissez mon amour pour les Powerhouse, donc je ne peux que me satisfaire de voir Karrion Kross à NXT. Ça en manque cruellement, je trouve, à NXT. Donc il est là, et je compte bien en profiter ces derniers temps. Et ben voilà, mon papy, ainsi s'achève ce NXT du 17 mars 2021. Il est temps de la votation. Il est temps de donner ton vote, ta décision
sur cette baston du mercredi entre la NXT et la AEW? La décision, je t'avais dit sur notre Discord avant l'enregistrement que je ne savais pas trop pour qui voter parce que j'hésitais un peu entre les deux, puis que j'attendais la review pour me décider. Donc j'ai décidé, à ta grande surprise, je pense, de voter que je ne déciderai pas et que je vais rester sur un match nul parce qu'en fait, c'est pas, c'est un match nul, mais un bon match nul. Tu vois, c'est comme on dit parfois dans le foot, des bons 0-0. Voilà, c'est un bon match nul, je trouve. Il y a des bonnes choses des deux côtés. Il y a des bonnes pistes des deux côtés. On en a parlé côté IW, la division féminine, il y a des trucs, une belle lueur d'espoir à ce niveau-là. Côté NXT, Austin Theory, c'est bien ça. Les rivalités pour les titres suprêmes sont aussi plutôt bien amenées. Et donc, du coup, voilà, les deux shows étaient plaisants à regarder, j'ai trouvé. Moi, je les ai regardés les deux avec du plaisir. Alors, sans non plus exploser de joie, parce qu'il n'y a pas eu de grands trucs vraiment énormes, même si le main event était sympa. Mais voilà, donc c'était deux bons shows, sympathiques, et puis qui, du coup, je ne veux pas les départager. Eh ben, tu me laisses un gros problème. Est-ce que j'utilise la technique papy de la semaine dernière et je tranche ou est-ce que je me relance sur encore un match nul comme la semaine dernière, décidément? Le problème, c'est que tous les arguments me plaisent bien. Alors, ce qui aurait pu peut-être faire pencher la balance, c'est qu'à la AEW, j'ai vraiment trouvé le main event exceptionnel. Et vraiment tellement surpris par le déroulement de ce main event que comme j'aime bien terminer les choses sur un main event qui m'a soit intéressé, soit surpris, soit emballé, là pour le coup la AEW avait réussi son objectif et comme le show était plutôt de bonne qualité, à part quelques trucs qui m'intéressent pas ou qui sont faiblards, quelques squash qu'on oublie à la vitesse de la lumière et qu'après quand on fait la review dans le play-by-play on se plante et on en oublie même des segments, hein un tonton gris. Mais le NXT était plutôt pas mal équilibré. J'étais assez déçu par l'histoire de Burch et Lorcan, moi, personnellement. Mais plutôt content, finalement, de voir comment ça se passe avec Karrion Kross. Les filles, c'était vachement bien. À NXT. Décidément, les filles étaient à l'honneur. J'aurais envie de donner le top aux filles de la AEW et de NXT ce soir. Je t'aurais suivi. C'était une belle baston des filles. Là, elles ont bien tenu la dragée haute. Ah ouais, là, ce soir, on leur donne pour la 21e édition. Là, on leur donne quand même un top aux deux divisions féminines des deux shows respectifs. Parce que vraiment, elles auront donné de leur personne et ça a fait plaisir. Et alors, du coup, papy, je vais trancher que je ne vais pas trancher et je vais te suivre. Je vais mettre un match nul et finalement sans grand regret parce que je suis content d'avoir fait avec toi cette baston positive dans deux shows qui étaient plutôt sympas tous les deux. Et voilà, et quand on prépare la review, c'est souvent le truc, c'est espérons qu'on ait des trucs sympas à commenter. Et là, ça a été le cas pour le coup. Ah oui, ça fait bien plaisir. En plus, on avait commenté ensemble Money Nitro où on n'était pas d'accord, mais moi où j'étais dans un enchaînement de shows qui me décevaient. Là, je suis bien content parce que les deux shows m'ont plu et ça faisait longtemps que j'ai pas une baston où j'étais content des deux shows. Donc très bien, bravo aux deux. Alors les ratings des deux émissions, AEW Dynamite nous aura fait 768 000 téléspectateurs. Ils ont perdu 3,4%. Non, ils ont fait plus 3,4%. Du côté de la NXT, on est à 597 000, moins 13% pour la NXT. Voilà, chute, hein, mais en ce moment, ils sont dans ces zones-là. Hein. Ils sont entre 550 et 650. Quoi. C'est à peu près leur ratings habituel. Et concernant les ratings de la team catch-up pour la baston du mercredi, un nouveau match nul du coup. Donc ça nous fait passer à 9 victoires pour la IW, 8 victoires pour la NXT et 4 matchs nuls dorénavant. Et du coup, on était à 2-2. On était à 2-2, on se retrouve à 3-3. Voilà, on reste sur un match nul pour la saison 2. Écoute, c'est le match nul qui va gagner cette année, je le sens. Ouais. Écoute, on verra jusqu'au bout. On ne sait toujours pas exactement. Est-ce qu'on n'est pas encore sûr et certain que la NXT va quitter les mercredis soirs après WrestleMania? Mais c'est quand même ce qui semble dans les tuyaux jusqu'à présent. Maintenant, reste à voir. En attendant, nous, on continue. On est fidèle au poste. On continuera la baston du mercredi. Mon papy, je te remercie beaucoup d'être venu coller quelques elbows dans les studios.
Ben, je te remercie de l'invitation, puis de m'avoir permis de voir des bons shows de catch. C'est toujours un plaisir de partager ça ensemble. Ouais, c'est cool. Et puis écoute, quand on a des semaines comme ça, des mercredis de qualité, bah franchement, c'est plutôt quand même plus agréable, quoi. Avec tout le catch qu'on ingurgite, c'est plutôt sympa d'avoir des shows de bonne qualité, quoi. Et puis, je sais pas ce que tu en penses, un petit mot. Je voulais te poser une petite question sur Takeover aussi avant qu'on finisse. Mais Ouais, dis-moi. tu la trouves comment, la carte de Takeover là? Tu la trouves assez équilibrée de ce qui s'annonce? Qu'est-ce que tu penses pour le North American Championship là, qui devrait arriver là? Ah bah ouais, là c'est un peu la seule affiche qu'on n'a pas finalement, je pense. Mais on devrait avoir un Gargano contre. Alors je vais dire théorie, un lapsus peut-être. Contre bah, l'autre justement. Merde. Les yeux bleus. Dexter Lumis? Dexter Lumis, voilà. Ah oui, Dexter Lumis, ouais. Karrion Cross, Finn Balor, et dans la tag team, Lorcan Burch contre Imperium. Ou contre plein d'équipes, parce que je trouve qu'il y a beaucoup d'équipes d'NXT en ce moment qui sortent un peu du lot. Donc j'aurais bien un match à plein d'équipes. Ça serait un peu sympa de faire ça à 4-5 équipes, tu vois, avec une ceinture attachée à une échelle ou une connerie comme ça, et là t'envoies du pâté, quoi. Breezango, Legado del Fantasma, Oney Lorcan Ouais, Burch, les, et puis les Ciampa DSK là, Thatcher. Ouais, les MSK. Alors, les MSK, pour MSK. l'instant, ils ont disparu là, mais bon, on va bien voir ce qui va se passer avec eux. Mais t'as de quoi faire 5 équipes sympas, quoi. Et puis chez les filles, ça nous fait un Yoshirai versus Raquel. Et Avec grand plaisir. dans la tag team, ça nous fait Moon Blackheart contre Bah, contre les Gargano, encore une fois, je pense. contre Hartwell et Candice LeRae. Moi je vois ça Ouais. comme ça, quoi. Ouais, ça nous fait nos 5 matchs là, quasiment là, je crois là. Après, il y a 2 nuits, donc il y aura 10 matchs Oui, normalement. mais je dis des bêtises moi, c'est vrai. En plus, il y a 2 nuits. Donc effectivement, on va encore avoir du booking. Bah c'est bien, c'est de bon augure pour les 3 semaines, tu vois, de baston du mercredi, parce que ça veut dire qu'on va avoir droit à du booking pour nos On take. aura Ciampa qui sera là, je pense. Ciampa, il va avoir son match. Ouais, Ciampa va avoir son match sur les 2 nuits. Par contre, il y en a un qu'on voit plus du tout. Je sais pas s'il est blessé ou quoi, c'est Kuchila. J'ai repensé l'autre jour, non, mais il a gagné son dernier match, sa dernière rivalité depuis, apparition. Ouais. Non, il a perdu contre Gargano. J'ai une bêtise. Celui qui est porté disparu aussi, c'est Velveteen Dream. Hein. Ah, ben lui, j'ai l'impression qu'il est malheureusement un peu blacklisté. Ouais, ça sent mauvais. De l'autre côté, à la IW, par exemple, j'étais étonné de ne pas voir Lance Archer. Il était là. Il était là. Oui, il est intervenu dans le segment de Sting, justement. Ah, mais oui, il était dans le segment de Sting. Ah ouais, mais tu vois, le segment de Sting. C'est pour ça que tu l'as zappé. Comment, mais ça m'a pas marqué ça. Mais alors, tu vois, alors autant j'ai kiffé le cinématique match de Révolution, en saucisson. Revolution. Et Revolution. Et autant là, depuis là, toutes les interventions, on va dire, du mercredi de Sting, franchement, oh là, mais comment j'en ai rien à battre. C'est terrible, quoi. Donc, j'espère qu'il prévoit d'autres choses à l'avenir, parce que si c'est nous faire ça comme ça tout le temps, tous les mercredis, ça a zéro intérêt, quoi. Ouais, je suis assez d'accord. En tout cas, ce qui n'a pas zéro intérêt, les amis, c'est où nous retrouver, comment nous retrouver, avec qui nous retrouver. Alors rejoignez-nous sur la communauté Catch-Up sur Discord. Tous les liens sont dans la description, quelle que soit la plateforme où vous alliez d'ailleurs. Vous nous retrouvez sur toutes les bonnes plateformes de podcast, Aosha, Apple Podcast, Spotify, Deezer, Google Podcast. Sur YouTube pour la version vidéo. Abonnez-vous, sonnez la cloche, laissez des coms. Sur les réseaux sociaux avec le Instagram, le Twitter et le Facebook. Le site officiel catchup.lepodcast.fr. Cette fois, on a fait le tour. On est au bout de notre baston, notre 21e baston du mercredi. Mon papy, je te remercie de m'avoir accompagné tout du long. Et ben, je te remercie de m'avoir invité. Et puis, bonne soirée à tous et à bientôt à tout le monde. Voilà, peuple le catch-up. On y est arrivé. On est au bout de cette baston. Je vais aller me coller quelques strips, quelques points de suture, essayer de remettre mon fort arme en place. On vous souhaite une bonne semaine pleine de catch. On vous propose d'aller voir la review de Raw qui est déjà en ligne. Ce week-end, vous aurez SmackDown et les pronos de Fastlane sans aucun doute, et la review de Fastlane à suivre. On vous fait les bisous. On vous fait les cordes à linge plein la face. Salut papy.
Salut tonton, et puis une pensée à tous les gens qui, comme nous, entrent dans le confinement. Alléluia. Salut peuple de catcheurs. A little bit of the bubbly. That's undisputed. I'm better than you, and you know it. And we are NXT. War Games. Confinement, saison 3. Oui, et c'est pas fini. Corona Mania, saison 2. Oui, et c'est pas fini.